Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie du chapitre sur les lois de Newton. Nous allons étudier la dynamique, c'est-à-dire l'étude des causes des mouvements, et découvrir les trois lois que Newton a énoncées au XVIIe siècle. Première loi de Newton, il s'agit du principe d'inertie que vous avez découvert en classe de seconde. Dans un référentiel galiléen, un corps est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Je rappelle qu'un référentiel galiléen est défini justement par rapport au principe d'inertie. C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Mathématiquement, on peut l'énoncer de cette manière. Le vecteur vitesse est un vecteur constant, alors la somme des forces est égale au vecteur nul. L'inertie, c'est le fait qu'un corps en mouvement ne va pas changer de mouvement, donc va garder un mouvement rectiligne uniforme s'il n'y a aucune force qui s'exerce sur lui ou si la somme des forces se compense. S'il n'y a aucune force qui s'exerce sur lui, on dit que le système est isolé, mais c'est un état théorique qui n'existe pas dans la réalité, ou alors on parlera de système pseudo-isolé si la somme des forces est égale au vecteur nul. La réciproque de cet énoncé est vraie. Si la somme des forces est égale au vecteur nul, alors le vecteur vitesse est un vecteur constant. On peut être amené également à utiliser la contraposée si on voit que la somme des forces qui s'exercent sur un système est non nulle, si les forces ne se compensent pas, alors le système n'a pas un mouvement rectiligne uniforme et ne peut pas être immobile. On va découvrir l'utilisation du principe d'inertie dans trois situations. Première situation que vous connaissez déjà, c'est un système immobile posé sur un plan horizontal. Donc dans ce cas-là, le système va subir deux forces, le poids qui est l'attraction gravitationnelle de la Terre et la réaction de la table qui empêche le système de tomber ici. Donc c'est une situation que vous connaissez déjà et dans laquelle on peut appliquer le principe d'inertie. Deuxième situation, un petit peu moins évidente, c'est le cas d'un système immobile, mais cette fois-ci qui est posé sur un plan incliné. Ce système subit toujours deux forces. Il subit l'action de la Terre euh, gravitationnelle, donc qui est modélisée par le poids, et enfin l'action de la table qui correspond à nouveau à la force de réaction. La force de réaction, puisque le système est immobile, la somme de la force de réaction plus le poids doit être égale au vecteur nul, donc la force de réaction est opposée au vecteur poids. Alors, cette force de réaction, elle peut être décomposée en deux forces. Premièrement, une force qui est perpendiculaire à la surface de la table, que l'on appelle la réaction normale. En fait, elle permet d'expliquer le fait que le système ici ne va pas pénétrer dans le plan incliné. Si cette réaction normale était inférieure et donc insuffisante pour compenser le poids ou la composante du poids qui est dans l'axe perpendiculaire du plan incliné, eh bien dans ce cas-là, ça signifierait que le plan incliné casserait et n'aurait pas une résistance suffisante pour supporter le poids du système. Deuxième composante ici de la réaction, il s'agit de la composante tangentielle ici, qui est donc tangente au plan incliné. Cette composante tangentielle, elle correspond simplement aux forces de frottement de la table sur le système. Et ce sont ces forces de frottement qui vont l'empêcher de se mettre en mouvement. Si jamais il n'y a pas de force de frottement, si par exemple je pose le système sur un bloc de glace incliné, eh bien cette composante va disparaître. Il ne restera que la composante normale de Rn. Dans ce cas-là, on voit que la somme des forces est non nulle et donc le système se mettra en mouvement. Il ne pourra pas rester immobile d'après le principe d'inertie. Dernière situation également, pour voir que ce principe d'inertie ne s'applique pas que dans le cas où il y a deux forces. Un exemple avec trois forces ici. Nous avons le système qui est une bille métallique, une bille en fer, et qui va donc subir l'action de trois corps. Elle subit l'action de la Terre, qui est modélisée par le poids, l'action de l'aimant, qui est modélisée par cette force F, et enfin l'action du fil, qui est modélisée par cette force T. On appelle ça la force de tension du fil. Donc on peut vérifier ici que la somme de ces trois forces est nulle, est égale au vecteur nul. P plus F plus T égale vecteur nul. Ou dit autrement, eh bien, on voit que si on additionne le vecteur P plus le vecteur F, ici,
D'après la relation de Schall, on obtient l'opposé du vecteur t. Donc dans ce cas-là, on peut également appliquer le principe d'inertie. Dans les vidéos suivantes, nous découvrirons la deuxième loi de Newton qui fait le lien entre la somme des forces et l'accélération d'un système, et enfin la troisième loi de Newton ou le principe des actions réciproques.